Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Chers auditeurs, chères auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Ce vendredi soir, nous avons comme invité M. Hervé Chesville, qui est français, mais qui connaît beaucoup l'Afrique et qui va nous parler aujourd'hui de la situation de la France, situation diplomatique, situation sur le plan des échanges entre la France et l'Afrique, en commençant par un peu le tour, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et les autres. Et enfin, nous parlerons de la France et l'Afrique des Grands Lacs. Quelle est la situation actuelle par rapport au Rwanda notamment et la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on peut penser du positionnement de la France à ce jour? Hervé Chesville, bonjour. Bonsoir. Alors, vous avez la tâche aujourd'hui de pouvoir décrypter tout ça. C'est un sujet homogène, hein? C'est la diplomatie française, hier et surtout aujourd'hui. Est-ce que la France a toujours sa place en Afrique? S'il y a eu changement, quelle en a été la cause? Quelles ont été les causes? Et où va la France, d'après vous? Vaste sujet. Et tout d'abord, je ne prétends pas être un spécialiste, même si j'ai passé 24 ans en Afrique. Bon, je n'étais pas dans la diplomatie, j'étais dans l'humanitaire, toujours dans l'humanitaire, que ce soit les Nations Unies ou différentes ONG internationales. Et j'ai eu la chance de connaître plusieurs Afriques, puisque j'ai travaillé dans différents pays d'Afrique, Afrique francophone, Afrique anglophone et Afrique lusophone, c'est-à-dire l'Afrique qui parle portugais. Donc, pour moi, il n'y a pas une seule Afrique, il y a plusieurs Afriques, même si on parle beaucoup d'unité africaine. Les réalités ne sont pas les mêmes au Malawi qu'elles ne sont au Tchad. Je cite ces deux pays parce que ce sont deux pays où j'ai longtemps vécu. Ça, c'est le premier point. Côté diplomatie, j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal de diplomates français. J'en ai connu des excellents, de grands ambassadeurs, je dirais. Et puis, j'en ai connu des minables. Donc, j'ai vu toute la gamme, je dirais, en ce qui concerne la diplomatie française. J'ai quitté, temporairement, je l'espère, mais enfin, j'ai quitté l'Afrique à la fin de 2013. Je suis retourné en 2014 en voyage, mais disons que depuis 2014, je n'y suis pas retourné. Donc, je ne peux pas dire non plus, non seulement je ne suis pas un spécialiste, mais en plus, je n'ai peut-être pas les dernières informations de terrain comme c'était le cas il y a encore quelques années quand j'étais aux prises avec la réalité du terrain. Ce que je sais maintenant, je le sais avec la distance, comme vous d'ailleurs, grâce à tous les contacts que j'ai sur place dans ces différents pays, grâce à WhatsApp, qui est un instrument merveilleux. Je ne veux pas faire de publicité, mais je dirais que WhatsApp a révolutionné notre façon de communiquer avec l'Afrique. Moi, j'ai connu l'Afrique où on n'avait pas le téléphone, où la poste ne fonctionnait plus et où je parlais une fois par mois peut-être avec ma famille et on communiquait encore beaucoup par les moyens traditionnels et donc c'était les communications étaient très compliquées. Maintenant, grâce à WhatsApp, j'ai l'impression que je vis au quotidien avec mes amis africains, où qu'ils soient, que ce soit en Ouganda, au Rwanda, en République démocratique du Congo, au Tchad ou ailleurs, et au Malawi. Ça, c'est merveilleux. Je
termine ce préliminaire. Pour dire qu'en 2013, j'étais encore au Tchad lorsque la France a lancé son opération Serval au Mali. Une opération que j'avais applaudie des deux mains, je le reconnais très franchement, parce que depuis des mois, je n'avais pas de mots assez durs pour dénoncer dans mes articles, j'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque, mais essentiellement dans mes articles, dans quelques émissions de radio que je pouvais faire, je n'avais pas de mots assez durs pour dénoncer la situation qui régnait dans le nord du Mali, qui avait été pris en otage par un conglomérat de différentes armées islamo-trafiquants, je dirais, parce qu'il y avait parmi eux d'authentiques rebelles touaregs qui se battaient pour les droits de leur peuple, mais ces gens-là étaient rentrés en collusion peut-être tactique avec des groupes islamistes qui bien souvent étaient des groupes étrangers. Je pense notamment aux Algériens. Il y avait pas mal d'Algériens dans ces groupes armés, qui tous s'étaient servis dans les arsenaux de Kadhafi, parce que l'une des conséquences dramatiques de l'intervention franco-britannique en Libye, je n'ai aucun regret pour le colonel Kadhafi, je connais bien son régime, et c'était un tyran, c'était un mégalomane, mais malgré tout, la Libye était stable, et cette intervention a déstabilisé le pays, et non seulement a déstabilisé le pays, mais a eu des conséquences, des métastases, comme je dis souvent, sur toute l'Afrique sahélienne, et pas seulement sahélienne, jusqu'à la Côte d'Ivoire, jusqu'au Bénin, et il y a des métastases, parce que ces groupes armés islamistes ont essaimé dans toute la région, et donc la situation qui prévalait au Mali avant l'intervention de Serval, c'était que la moitié du pays était sous la coupe de ces gens-là. Je rappelle quand même que ces groupes se sont livrés à des exactions abominables, qu'ils ont lapidé des femmes adultères, qu'ils ont coupé les mains de soi-disant voleurs, peut-être même que c'était des voleurs, mais peu importe, ça ne méritait certainement pas qu'on leur coupe la main comme cela a été pratiqué, et qu'ils s'en sont même pris au patrimoine architectural et religieux du Mali en détruisant les mausolées à Tombouctou, ces mausolées multiséculaires qui faisaient partie intégrante de l'islam malien. Eh bien, ces islamistes qui se croyaient plus musulmans que les musulmans s'en sont pris à ces mausolées parce qu'ils considéraient que c'était de l'idolâtrie et qu'il fallait donc raser ces mausolées multiséculaires, témoignage de la civilisation ancienne de Tombouctou. Donc, lorsque ces groupes armés qui en plus se livraient au trafic d'êtres humains, ce qu'on appelle les migrants qui traversaient le Sahara, eh bien c'était ces groupes-là aussi qui assuraient leur passage contre espèces sonnantes et trébuchantes. Et bien souvent, ces malheureux migrants étaient abandonnés et mouraient au milieu du Sahara. Trafic de cigarettes, trafic de drogue. Voilà ce que c'était ce conglomérat de groupes armés qui avaient pris en otage le nord du Mali. Donc, début 2013, ces groupes ont profité de ce qu'on a appelé le coup d'État le plus stupide de l'histoire de l'Afrique, qui avait eu lieu quelques mois plus tôt, je crois en 2012, au Mali, pour foncer sur Bamako, et ils auraient pris Bamako si François Hollande n'avait pas pris la décision courageuse en quelques heures d'envoyer l'armée française pour arrêter ces rebelles. Et il l'a fait. L'armée française a arrêté les rebelles. Et depuis, je crois que c'est une cinquantaine de soldats et officiers français qui ont donné leur vie pour le Mali, pour la France peut-être, mais aussi pour le Mali.
Ça, c'était le côté positif. Malheureusement, cette opération, qui était une belle opération militaire, n'a pas eu de pendant politique et économique. Et la classe politique malienne et l'armée malienne sont retombés dans leurs vieilles querelles, sont retombés dans la corruption, comme c'était le cas avant. Ils n'ont pas du tout tiré les leçons de ce qui s'était passé. Et le Mali a replongé. Alors hier, je crois que c'était hier, Emmanuel Macron, successeur de François Hollande, a annoncé la fin de Barkhane. Barkhane, c'était l'opération qui a succédé à Serval. Je pense qu'il a tiré les conclusions il n'a fait que confirmer une mort qui était déjà actée. L'opération ne pouvait pas continuer dans les circonstances actuelles. Mais moi, ce qui me rend triste, c'est de voir la rue de Bamako, certainement incitée par certains, crier sa haine de la France, alors que ces mêmes gens, peut-être ces mêmes gens, il y a seulement 8 ans, combien, 2013, 9 ans, acclamaient les soldats français qui avaient sauvé Bamako d'une éventuelle prise par ces groupes narco-trafiquants, terroristes, islamistes. Donc c'est triste d'en être arrivé là. C'est triste qu'en 9 ans, la position de la France ait tellement été affaiblie. Je ne suis pas du tout un nostalgique de l'époque coloniale. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais je considère que l'opération Serval était nécessaire et que l'opération Serval a été positive à l'époque, en 2013. Elle a certainement trop duré et il a manqué les autres volets politiques, économiques pour permettre au Mali de redémarrer. Mais est-ce que les Maliens eux-mêmes, est-ce que la classe politique malienne souhaitait réellement cette évolution? Je n'en sais rien. L'enfer est pavé de bonnes intentions et ce que je constate, c'est, bon, j'ai parlé du coup d'État le plus stupide de l'histoire de l'Afrique, celui de 2012. Je constate que ce qui s'est passé depuis prouve que les militaires maliens et les politiciens maliens n'ont pas tiré les leçons du passé et sont retombés dans les errances passées, et c'est bien dommage. Donc, le Mali, c'est le symbole de l'échec de la France, un échec que j'attribuerais malgré tout en grande partie à Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas compris l'Afrique, il n'a pas compris, peut-être est-il trop jeune, je ne sais pas, mais il n'avait pas, je dirais, les connaissances ou le recul historique nécessaire pour construire une politique africaine. Et aujourd'hui, on a le Mali, on a le Burkina Faso, on a la République centrafricaine, autant d'exemples d'échecs lamentables de la politique française. Bon, il est certain que d'autres pays ont certainement contribué à ces échecs. Je pense que les États-Unis ne veulent pas toujours du bien à cette politique française en Afrique. Et puis, depuis quelque temps, on a la Russie, bien sûr, la Russie qui fait rêver, qui fait fantasmer certains Africains, voire même certains dirigeants africains comme au Mali, comme en Centrafrique, qui voient en la Russie l'antithèse de la France, le pays qui serait anticolonialiste, qui serait anti-impérialiste, alors que la Russie elle-même est l'héritière d'un empire colonial au même titre que la France. Et c'est une chose que beaucoup d'Africains n'ont pas réalisé.
c'est que la Russie tsariste, puis la Russie soviétique étaient des empires coloniaux. Toute l'Asie centrale, c'était l'empire colonial de la Russie, qu'elle soit tsariste ou qu'elle soit soviétique. Et encore aujourd'hui, même dans les limites plus réduites de la Russie post-URSS, eh bien, il y a encore des zones que je qualifierais de coloniales. L'extrême-orient russe, qui s'étend jusqu'à quelques kilomètres des États-Unis, puisque n'oublions pas qu'il n'y a que quelques kilomètres entre le territoire russe et l'Alaska, qui est un État américain. Eh bien, tout cet espace a été colonisé au cours des siècles. Ça a été une aventure coloniale vers l'Est, vers le phare, non pas le phare Ouest, mais le phare East, auquel se sont livrés les Russes au fil du temps. Donc, la Russie n'a pas de leçon de donner à la France en termes d'anticolonialisme. Ils sont tout aussi colonialistes que ne l'étaient les Français ou les Anglais. La seule différence, c'est que le colonialisme russe ne s'est pas dirigé vers l'Afrique, pour des raisons géographiques, tout simplement. Le colonialisme russe s'est étendu dans les zones périphériques, proches de l'Empire tsariste, proches de l'URSS, mais c'était malgré tout une politique coloniale. Même quand vous prenez un pays comme la Tchétchénie, qui fait encore partie de la Russie d'aujourd'hui, la Tchétchénie, c'est un reliquat de cet empire colonial russe dans le Caucase, le Daghestan et d'autres régions périphériques de la Russie. Et ces peuples ont subi la domination coloniale et ils se sont soulevés contre la domination coloniale russe à l'époque. Est-ce que je suis encore en ligne maintenant? Oui. Là, c'est bon, Voilà. vous pouvez reprendre. Mon téléphone, c'est que quand on Vous est sur... parce qu'on ne vous a pas, la dernière phrase, on ne l'a pas entendue, c'était en mute. Ah d'accord, oui, oui. Bon, désolé pour cette interruption. Donc, j'étais en train de dire que la Russie, comme la Turquie d'ailleurs, je pourrais aussi citer l'exemple de la Turquie, sont eux aussi les héritiers d'un empire colonial, au même titre que la France ou que l'Angleterre. Mais naturellement, quand on est malien ou quand on est, je sais pas moi, kényan, ou quand on est congolais, on ne réalise pas nécessairement cela. Et on voit dans la Turquie, on voit dans la Russie des alternatives à la relation avec l'ancien pouvoir colonial, qu'il soit anglais, français ou belge. Mais il ne faut pas oublier que ces pays également, Turquie, Russie, étaient des empires coloniaux et qu'ils n'ont pas renoncé à leur nostalgie coloniale. Alors, les Africains vont vous répondre que par rapport à l'Afrique, la Russie ne s'est jamais comportée comme une puissance coloniale. Et chaque fois qu'elle est intervenue en Afrique, elle l'a fait à la demande, comme la France d'ailleurs au Mali. Hein. Mais aussitôt le travail fait, la Russie s'est retirée. On va vous citer tous les exemples des pays pendant les guerres de libération, à partir de l'Angola, de la Guinée-Bissau, de l'Afrique du Sud même s'il n'y avait pas de présence russe, du Mozambique, partout où la Russie a joué un rôle direct ou indirect à travers les missions cubaines, hein, la présence de l'armée cubaine, eh bien, après, la Russie s'est retirée avec armes et bagages. Et ça a coïncidé avec la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide a fait que le communisme s'est écroulé et donc comment dirais-je, parce que les États-Unis et l'URSS se sont livrés à une guerre qu'on a appelée guerre froide, mais qui était en fait une guerre chaude, par Africains interposés
et par Cubains interposés ou par Éthiopiens interposés pendant des décennies. Toutes les années 70 et 80, le continent africain a été marqué par ces guerres, l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie, où l'URSS était impliquée, mais je dirais pas indirectement, mais elle était impliquée par marionnettes interposées. Et elle était invitée de l'Afrique. Elle n'est jamais intervenue en Afrique en forçant les portes. Oui, certes, mais prenez le cas de l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie, la faction marxiste de Mengistu Haïlé Mariam ont pris le pouvoir par la force, dans le sang, et pour rester au pouvoir, ils ont été obligés de faire appel à l'URSS. Donc, effectivement, c'est l'URSS qui a permis à ce régime sanguinaire de rester en place. Si l'URSS n'avait pas répondu à l'appel de Mengistu Haïlé Mariam, il aurait été balayé par l'opposition éthiopienne ou tigréenne ou érythréenne depuis longtemps. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer que Mengistu Haïlé Mariam a été renversé en quelle année? Il a été renversé en 91. 91, c'est quoi 91? C'est la dislocation de l'URSS. Donc, les deux régimes ont disparu en même temps. C'était concomitant. Les accords de paix au Mozambique ont été signés quand? En 2012. Oh, pardon, 1992. J'y étais à l'époque. 1992. Là aussi, c'est concomitant. La guerre froide était terminée. Donc, il n'y avait plus cet enjeu idéologique et stratégique qui opposait les deux grandes puissances. L'URSS n'existait plus et la Russie post-soviétique avait bien du mal à, comment dirais-je, à s'occuper d'elle-même. Rappelez-vous les conséquences dramatiques que ça a eu pour l'économie cubaine, parce que Cuba, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Floride, des États-Unis, et qui était soumis, et qui est toujours soumis d'ailleurs, à l'embargo américain, eh bien Cuba a survécu grâce à un commerce de troc pendant des décennies avec l'URSS. Les Russes envoyaient des tracteurs et les Cubains envoyaient du sucre à l'URSS ou des bananes ou je ne sais pas quoi. Le jour où l'URSS a disparu, l'économie, le semblant d'économie cubaine s'est écroulé et les années qui ont coïncidé avec la chute de l'URSS et qui ont suivi la chute de l'URSS ont été épouvantables à Cuba. Épouvantables. On mourait presque de faim à Cuba. Parce qu'il a fallu que Cuba s'ajuste à ce nouvel environnement international. Pendant des décennies, ils avaient vécu, ils avaient tout misé sur cette relation exclusive avec l'URSS. Le jour où l'URSS a disparu, Cuba s'est retrouvé dans une situation dramatique. Ça, c'est une erreur de marketing. Hein. Si vous voulez fermer votre commerce, vous vous mettez sous le poids d'un monopole. Hein. Là, ça ne marche pas. Une fois que le monopole disparaît, évidemment, vous disparaissez aussi. Mais Cuba n'avait pas tellement le choix à l'époque, puisqu'ils étaient soumis à, j'aime pas le terme blocus parce que ce n'est pas un véritable blocus, mais à un embargo économique de son voisin immédiat que sont les États-Unis, qui voulait la peau de Fidel Castro de toute façon. Donc là aussi, comme dans le cas de Mengistu Haïlé Mariam en Éthiopie, Fidel Castro n'a pas tellement eu le choix. Il a été obligé de développer cette relation malsaine et exclusive avec l'URSS. Alors que dans une pure logique économique, Cuba pourrait prospérer en ayant des relations avec les pays de la région, avec son environnement naturel, plutôt qu'avec un pays à l'autre bout du monde. Alors, vous faites bien de comparer la situation
de la diplomatie française avec celle de la Russie actuellement. Mais vous savez, la diplomatie, c'est aussi une question de communication. Si vous prenez le cas du Mali, du Burkina, de la Centrafrique ou du Centrafrique, apparemment on dit le Centrafrique, eh bien, la Russie ne vient jamais en disant « je vous aide, mais il faut que les autres partent ». Vous n'entendrez jamais un diplomate russe dire nous restons si la France s'en va, ou si les États-Unis quittent le Centrafrique, ou quittent le Mali, ou le Burkina, ou le Congo, ou ailleurs. À l'inverse, la diplomatie française, justement, s'est illustrée par cet autoritarisme diplomatique. Parce que la France a dit aux Maliens, eh bien, il faut absolument que les Russes partent, quittent le Mali, pour que nous puissions continuer à vous aider. Est-ce que ce n'est pas une erreur diplomatique? Pour être tout à fait exact, je pense que c'est plutôt le groupe Wagner qui était ciblé. Wagner, c'est des Russes, hein? Oui, Vladimir Poutine lui-même l'a nié il n'y a pas encore très longtemps, avant le début de la guerre en Ukraine. Il niait que Wagner, c'était l'État russe. Bon, ça ne trompait personne. Enfin, malgré tout, Wagner est malgré tout une armée privée. Une armée privée avec... bon, l'époque des mercenaires était quand même révolue. Et donc, voir ce genre de groupe privé qui, en plus, n'ont pas hésité à se livrer à des exactions et qui se sont payés sur la bête. Parce qu'il ne faut pas croire que Wagner est venu pour les beaux yeux des Maliens ou des Centrafricains. Si M. Prigogine, il s'appelle Prigogine, je crois, le patron, le fondateur de Wagner est un milliardaire, c'est pas pour rien. Il a quand même bâti sa fortune grâce à ses opérations à droite et à gauche, pas seulement en Afrique. Oui, c'est possible, mais les Maliens, les Burkinabés et les Africains en général ont considéré que c'était de l'autoritarisme diplomatique, qu'on n'a pas le droit de dire voilà, nous on reste si les autres partent, quel qu'ils soient. Oui. Si le Mali a besoin d'utiliser les services de mercenaires, j'allais dire, comme vous le dites, et si ça ne gêne pas l'action de la France, comme la France l'a déjà fait ailleurs, hein, sous d'autres cieux, avec des mercenaires à côté, pourquoi pas? On a connu les mercenaires français, on a connu les Belges, et la France ne quittait pas les pays où les mercenaires opéraient. Tout à fait. Tout à fait. Oui, donc c'est... Disons que l'ambiguïté... Un peu joué avec la fierté des Africains aussi. Comme vous l'avez dit, le président Macron a peut-être méconnu cet aspect des choses, la fierté. En plus, dans cette relation avec le Mali, il y a une ambiguïté de base, une ambiguïté historique qui remonte à une époque où Macron n'était pas encore né. C'est l'ambiguïté touareg. Parce que le Mali, il suffit de regarder une carte, hein, regardez les frontières du Mali. C'est des frontières rectilignes qui ont mis ensemble, dans un même ensemble, donc, des peuples qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ou alors, s'ils avaient à voir, ils avaient un lourd passif historique. N'oubliez pas le passé esclavagiste, où les tribus du Nord se livraient à la chasse aux esclaves au Sud. Et à l'indépendance, en 1960, le pouvoir politique a été remis à une élite sudiste, je dirais, et les seigneurs du désert, qui étaient les Touaregs, ont eu du mal à accepter l'autorité du pouvoir central à Bamako, loin, très loin de leur territoire. Donc, il y a eu ce problème interne. Et les frustrations Touareg
se sont accumulés pendant des décennies. C'est pourquoi, lorsque les islamistes ont fait leur apparition sur la scène de la guerre du Sahel, eh bien, les Touaregs ont vu dans ces islamistes des alliés possibles dans leur lutte contre le pouvoir central de Bamako. Et la France, depuis l'époque coloniale, a toujours maintenu des liens avec les Touaregs. Et lorsque la France est intervenue dans le cadre de l'opération Serval, l'armée française a reconquis les unes après les autres les villes du Nord. Et quand elles sont arrivées à Kidal, dans l'extrême nord malien, qui est le territoire de ces tribus Touaregs, eh bien, le contrôle de ce territoire n'a pas été remis immédiatement au pouvoir malien. Et ça a fait monter, comment dirais-je, la rancœur à Bamako, les politiciens maliens ont accusé la France de mener un double jeu et de miner la souveraineté nationale du Mali sur l'ensemble du territoire. Donc, quand on parle du Mali, il faut toujours avoir en tête cette histoire qui a des racines très lointaines et cette rébellion touareg vis-à-vis du pouvoir central. Je pense qu'il y a un problème interne. Il faudrait, ce n'est pas à nous d'imposer des solutions aux Africains eux-mêmes, mais quand vous dites les Africains voulaient ceci ou les Africains ne voulaient pas cela, il faut d'abord dire de quels Africains on parle. Et au Mali, vous avez d'un côté les gens du Sud et vous avez les populations des zones sahariennes du Nord. Donc, tant que le Mali n'aura pas retrouvé un équilibre qui permette aux Touaregs d'être maîtres chez eux tout en faisant partie de l'ensemble national malien, eh bien, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Et là, effectivement, l'inexpérience de Macron a certainement compliqué les choses et le problème n'a pas pu être réglé comme il aurait dû l'être. Mais ça n'enlève en rien la responsabilité, l'incurie des pouvoirs maliens qui se sont succédés, la corruption et l'incurie de ces militaires maliens également, qui sont beaucoup plus doués pour faire des coups d'État que pour se battre sur le terrain contre les narcotrafiquants islamistes dont je parlais tout à l'heure. Alors, en peu de mots, comment pouvez-vous caractériser l'avenir des relations entre la France et ces pays francophones d'Afrique de l'Ouest? J'ajoute le mot francophone exprès. Encore faudrait-il, c'est ça la base. Encore faudrait-il savoir si la France a réellement une politique africaine lisible aujourd'hui. Parce que moi, je n'arrive pas à la déchiffrer, cette politique africaine. Quand on voit les relations qui se sont développées avec le Rwanda de Paul Kagame depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, moi, j'y perds mon latin. Parce que comment peut-on concilier l'inconciliable? Comment peut-on, comment dirais-je, faire un virage aussi brutal dans la politique traditionnelle de la France? Un pays comme le Rwanda de Paul Kagame, qui, depuis 1994, attaque verbalement, et pas seulement verbalement, la France, qui éradique la langue française, qui mine la stabilité de ses voisins, en particulier de son grand voisin francophone, la République démocratique du Congo, qui, rappelons-le, est le plus grand pays francophone du monde. Comment peut-on concilier donc un rapprochement avec ce régime de Paul Kagame et les relations d'amitié et de confiance traditionnelles avec ne serait-ce que le Congo?
Ça me paraît, c'est un peu l'histoire de la chèvre et du chou. Il faut choisir, il faut choisir. Ou alors, il faut user de son influence pour essayer d'amener le pays agresseur à de meilleurs sentiments. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'a fait la politique de Macron à l'égard du Rwanda de Paul Kagame. Parce que, attention, je n'attaque jamais le Rwanda. J'ai vécu au Rwanda et j'ai beaucoup d'amitié pour le Rwanda. Mais ce pays est l'otage du petit groupe qui a pris le pouvoir en 1994. Bon, je pense qu'on en discutera plus tard. Et on a déjà discuté, vous connaissez bien mon sentiment. C'est un sujet qui est tellement d'actualité, oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de la guerre entre le Rwanda et la RDC. Si vous permettez, peut-être pour comprendre aussi certains autres enjeux auxquels on ne revient pas souvent. Au début de l'émission, vous avez parlé des États-Unis qui auraient influencé ou qui influencent la diplomatie française. Mais il y a autour du président Macron aussi d'autres personnalités, dont des anciens chefs d'État français. Je vais vous passer une petite vidéo et on va se demander si la diplomatie macronienne n'est pas dans cette optique, ou si elle n'a pas été mal conseillée ou aiguillonnée ou aiguillée vers cette conception des choses par un autre ancien chef d'État. Donnez-moi une minute, je vais vous passer une petite vidéo et on comprendra, on verra si c'est vraiment la raison. On va apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue. Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, qu'il y ait un dialogue, qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses, et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Est-ce que vous avez bien suivi cette vidéo? Oui, je connaissais déjà ces phrases malheureuses de Sarkozy, je les connaissais. C'est surtout aussi pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas cette vidéo, mais qui peut les orienter vers la compréhension véritable de la situation actuelle, parce que n'oubliez pas que le président Sarkozy joue ou fait office de conseiller du président Macron et qu'il a beaucoup d'influence sur le président Macron, y compris pour nos téléspectateurs les plus jeunes qui ne sont pas trop familiarisés avec la succession des présidents français, je dirais que le fondateur de la Ve République, le général de Gaulle, son successeur immédiat, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing également, Jacques Chirac, François Mitterrand, j'allais oublier François Mitterrand bien sûr, Jacques Chirac également, étaient des personnalités très différentes les unes des autres, mais qui tous avaient, je dirais, une très bonne connaissance de l'Afrique et qui avaient des relations, pour le meilleur et pour le pire, des relations personnelles avec les Africains, en particulier avec les dirigeants africains. Les choses ont commencé à changer avec le monsieur que vous venez de nous présenter, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, François Hollande
et Emmanuel Macron appartiennent à des générations différentes. Ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même connaissance des questions africaines et de la géopolitique africaine que leurs prédécesseurs. Donc il y a eu, je dirais, un basculement avec le départ à la retraite de Jacques Chirac. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout était merveilleux à l'époque de Chirac, à l'époque de Mitterrand, ou plus loin avec l'époque de Giscard d'Estaing et de ces chasses au grand faux avec Bokassa. Non, pas du tout. Mais au moins, c'était des gens qui pouvaient parler de l'Afrique et qui avaient une bonne connaissance de l'Afrique. Ça n'a pas été le cas avec les 3 derniers présidents. Et le pire a été atteint avec Emmanuel Macron, qui, lui, n'a vraiment pas les connaissances requises et qui n'a pas le bagage mémoriel, intellectuel qui convient en ce qui concerne l'Afrique. Peut-être l'a-t-il pour les relations transatlantiques, pour l'Europe, peut-être, mais en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne même l'Extrême-Orient, le Proche-Orient, je pense que le président actuel n'a pas les connaissances requises. C'est très prétentieux ce que je dis là, mais j'en suis intimement persuadé. Et ça peut expliquer, oui, il y a aussi un autre aspect, il y a aussi le côté psychologique. N'oubliez pas que Emmanuel Macron était un quasi-inconnu avant d'arriver au pouvoir et que c'est quelqu'un qui est apparu sur la scène grâce à François Hollande. Je me rappelle toujours de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, où on voyait un François Hollande qui tapotait l'épaule d'Emmanuel Macron comme si c'était un peu son poulain, ou pas son fils spirituel, mais presque. Et je pense que, et ben voilà, le fils a voulu tuer son père. C'est une question un peu freudienne, je dirais. Et dans beaucoup de domaines, Emmanuel Macron, qui devait tout politiquement à François Hollande, a cherché à se démarquer de son prédécesseur et de son parrain. Et l'Afrique en a fait les frais, très certainement. Et c'est ainsi que il s'est démarqué de son prédécesseur sur la question rwandaise en pensant pouvoir dîner avec le diable sans s'être muni d'une longue cuillère. Nos téléspectateurs comprendront ce que je veux dire certainement. Et toujours dans l'esprit de se démarquer de son père spirituel, eh bien, l'actuel président a préféré écouter les conseils de Nicolas Sarkozy plutôt que ceux de François Hollande. Et tout ça, ça explique en grande partie l'échec africain au Mali ou l'échec africain, l'échec français en ce qui concerne la question entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'aspects psychologiques du problème. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de relativement jeune, en tout cas par rapport à nous. C'est vrai qu'il y a peut-être un aspect psychologique dans cette évolution, mais il y a peut-être aussi des éléments objectifs qu'on ne souligne pas suffisamment. Est-ce que la guerre d'Ukraine ne jouerait pas un rôle quelconque dans l'évolution de la politique française dans cette partie du monde, dans la région des Grands Lacs? Parce que, si vous vous rappelez bien, lors du sommet du Commonwealth, tous les pays du monde, en tout cas de l'OTAN, étaient braqués sur cette région. Celui qui l'a signifié le mieux, c'est le Premier ministre canadien, qui disait vouloir, et c'était une décision de son gouvernement, installer une antenne pour surveiller les pays africains
par rapport à leur positionnement à l'égard de la Russie. Et il m'a semblé que le Premier ministre canadien était vraiment en symbiose avec le président français. Et justement, aussitôt dit, aussitôt fait, on a vu se succéder au Rwanda ces derniers temps, les 2-3 dernières semaines, des délégations françaises, une délégation militaire de très haut niveau, conduite par le patron de l'armée française, si j'allais dire ainsi, et aussi celui des services français de renseignement, au moment où justement le Rwanda est en guerre contre la RDC, au moment où la RDC, la République démocratique du Congo, dénonce le rôle du Rwanda dans cette guerre, l'agression rwandaise. Est-ce que, ce faisant, la France n'a pas montré qu'elle était du côté du Rwanda qui a agressé la RDC? Est-ce que justement, ce ne serait pas à se demander si la francophonie, l'OIF, dirigée par Mme Mushikiwabo, une Rwandaise, qui est francophone, c'est vrai, mais qui vient d'un pays qui n'est pas francophone, qui ne l'est plus. Est-ce que ce n'est pas une erreur de plus ou une faute de plus, diplomatiquement parlant? Vouloir, parce que moi j'écoute aussi les commentaires des médias congolais, ils ne sont pas tendres avec la France. Ils disent tous que la France a choisi le Rwanda contre le Congo. Donc si, oui, après le Mali, après le Burkina, après le Centrafrique, et maintenant peut-être le Congo, c'est à se demander si la France ne veut pas, ne cherche pas vraiment à quitter l'Afrique ou à prendre des positions qui ne la rendent pas sympathique à l'égard des Africains. Ce n'est pas une question de sympathie, allez-vous me dire, mais quand même, il y a un minimum. Quand on est amis, on doit aussi adopter des positions ou des attitudes amicales et non pas toujours provoquées. L'une des premières grosses erreurs diplomatiques de Macron peu après son arrivée au pouvoir, ça a été de se faire des illusions en pensant que ça, comment dirais-je, il pourrait se concilier les bonnes grâces de Paul Kagame en favorisant la nomination de sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'OIF. Et qu'on ne dise pas qu'elle a été élue, parce que je lis beaucoup à droite et à gauche qu'elle a été élue secrétaire générale de la francophonie. Il n'y a rien de plus faux. Elle a été cooptée. Les secrétaires généraux de la francophonie ne sont pas élus, ils sont cooptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF, et parmi lesquels, naturellement, la France joue un poids particulier. Je vous rappelle qu'à l'époque, moi, j'avais lancé une pétition en ligne contre, dès que j'ai entendu dire qu'il était question que Louise Mushikiwabo devienne secrétaire générale de la francophonie, j'avais lancé une pétition contre cette idée qui me paraissait folle. Pour moi, c'était faire rentrer le loup dans la bergerie. Louise Mushikiwabo, même si elle est francophone, elle est aussi anglophone, hein, même si elle est francophone, elle a été ministre des Affaires étrangères d'un régime qui a tout fait pour détruire la francophonie au Rwanda et qui a mené une politique hostile aux intérêts de la France. Donc, pour moi, c'était une aberration politique que de faire un tel choix. Je pense que Macron a voulu jouer au plus malin. Comme je l'ai dit, il a voulu dîner avec le diable sans être muni d'une longue cuillère. Et en fait, c'est Paul Kagame qui était le grand gagnant de ce deal. Il avait, à l'époque, juste avant le sommet de la francophonie de Erevan, en Arménie, durant lequel Louise Mushikiwabo a été confirmée comme secrétaire générale de la francophonie, Paul Kagame avait, à l'époque, rappelez-vous, libéré Victoire Ingabire et Kizito Mihigo, qui avaient bénéficié d'une grâce présidentielle. Marché de dupes, puisque peut-on affirmer aujourd'hui que Victoire Ingabire est libre? Est-elle libre? Oui, elle est chez elle, à Kigali, mais est-elle libre de voyager dans le pays, comme elle le souhaite?
Est-elle libre de s'exprimer comme elle le souhaite? Est-elle libre de quitter son pays pour aller assister à des conférences à droite ou à gauche dans le monde? Bien sûr que non. D'ailleurs, elle n'a pas quitté son pays depuis sa pseudo-libération. Quant à Kizito Mihigo, ça me fait mal d'en parler, puisque lui a été condamné à mort civique au départ, puisqu'il n'a pas pu faire son métier d'artiste. Il était interdit d'antenne, il ne pouvait plus faire de concerts, et puis on l'a poussé à bout jusqu'à ce qu'il ait envie, avec raison, de poursuivre sa carrière en dehors du Rwanda. Et je suppose que c'est ça qui l'a poussé à tenter de fuir son pays. Et je pense qu'il est tombé dans le piège qui lui était tendu par le régime cynique de Paul Kagame, et on l'a retrouvé mort dans sa cellule après son arrestation. Donc c'est pour ça que je parle d'un marché de dupes. C'était de la poudre aux yeux, ces libérations d'opposants à Paul Kagame. Et tant Victoire Ingabire que le pauvre Kizito Mihigo ont été les victimes collatérales de ce marché de dupes entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. Et depuis, la francophonie qui n'a jamais brillé, contrairement au Commonwealth. Le Commonwealth est réellement une organisation politique et économique qui a du poids. La francophonie a toujours été une coquille vide. Et elle l'est encore plus depuis l'arrivée de Louise Mushikiwabo aux affaires. Les objectifs de Louise Mushikiwabo ne sont certainement pas la promotion de la francophonie d'une part et la promotion des valeurs de la francophonie, les valeurs affichées de l'OIF qui incluent, rappelons-le, la démocratie et les droits de l'homme. Et cela est d'autant plus dommage en ce qui concerne la France, dans le dossier Congo-Rwanda, que le président Macron est allé jusqu'à vouloir proposer son entremise, sa médiation entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Rappelez-vous cette photo de Macron qui tenait par les épaules les deux présidents, Kagame et Tshisekedi. Mais pendant cette séquence, les deux présidents en question étaient figés. On pouvait le voir sur les images qui ont été diffusées. Et ils ne se sont pas serrés la main. Ils ont serré la main de Macron, chacun de son côté. Mais eux ne se sont pas serrés la main. Mais c'est surtout ce qui est choquant, en ce moment où il veut se présenter comme médiateur, qu'il choisit d'aller offrir les moyens au Rwanda, les moyens de pouvoir continuer sa guerre contre le Congo. Rappelons que le Rwanda de Paul Kagame est libre de se fournir en armement de son choix, alors que la République démocratique du Congo est toujours soumise à un embargo. Donc on a un pays agresseur qui est libre de faire son shopping international en matière d'armement, et le pays agressé qui est obligé de passer par des intermédiaires pour pouvoir équiper son armée. Pensez-vous que les autres membres des grandes institutions françaises, le Parlement, le Sénat et les membres du gouvernement même, pensez-vous qu'ils sont au courant de cette descente, j'allais dire, aux enfers diplomatiques de la France en Afrique? Je pense qu'il y a un grand degré d'ignorance. Je pense que certains, oui, sont parfaitement au courant, mais avec cette nouvelle vague de députés macronistes, voire même de députés qui n'avaient jamais été députés avant, que ce soit de la France Insoumise ou du Rassemblement national, on a toute une nouvelle classe politique qui est en train de prendre ses marques, et je pense qu'un grand nombre de ces gens-là n'ont aucune connaissance de ces dossiers.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'Ukraine. La grande victime collatérale de la guerre en Ukraine, ça a été l'Afrique, bien évidemment. En même temps que cette guerre de l'Ukraine, il y avait la guerre du Tigré en Éthiopie. Une guerre qui a été une guerre extrêmement destructrice. Une guerre qui a causé la mort de milliers de gens, civils, militaires, des destructions innombrables, qui a causé la famine, qui a causé l'exode intérieur et extérieur, avec des dizaines de milliers de réfugiés qui ont traversé la frontière soudanaise. Vous qui vivez en France, avez-vous vu beaucoup de reportages sur la situation au Tigré, sur cette guerre en Éthiopie depuis le déclenchement de la guerre d'Ukraine le 24 février dernier? Non, cette guerre est passée complètement inaperçue. Je sais qu'il y a eu des négociations dernièrement en Afrique du Sud et que semblerait-il, il faut l'espérer, les responsables tigréens et éthiopiens aient réussi à trouver un accord pour mettre un terme à ce conflit, qui a été un conflit atroce. On n'en a pas parlé, et pas seulement en France, dans tous les pays occidentaux, et je ne suis pas sûr qu'en Afrique, on en ait beaucoup parlé également. Même dans les pays d'Afrique, on a certainement davantage parlé de la guerre d'Ukraine que de la guerre du Tigré. C'est quand même un comble, non? Parce que la plupart des pays africains considèrent que c'est une affaire intérieure. D'accord, mais ça concerne nos premiers chefs, les Africains. C'était des Africains qui massacraient d'autres Africains. Et comble de l'ironie, parce qu'en Éthiopie, le président n'a qu'un rôle cérémonial, hein, c'est un rôle purement protocolaire. Le vrai patron en Éthiopie, c'est le Premier ministre. Donc, le grand patron de l'Éthiopie, le Premier ministre éthiopien, il a eu le prix Nobel de la paix. C'est quand même paradoxal, c'est quand même extraordinaire que ce prix Nobel de la paix se soit lancé dans ce conflit. Tous les torts ne sont pas de son côté, naturellement. Je pense que là aussi, les dirigeants tigréens ont aussi de grandes parts de responsabilité. Mais malgré tout, l'Éthiopie a quand même lancé une offensive militaire et a utilisé la faim comme arme de guerre pour venir à bout de la rébellion tigréenne. On y reviendra dans une autre émission parce que moi, j'ai un point de vue différent. Peut-être que je suis un peu trop attaché à l'Éthiopie, je ne sais pas. Mais il y a eu aussi, vous le dites, beaucoup d'erreurs, sinon de provocations ou même de velléités d'extermination. Parce que n'oubliez pas que les gens qui ont commencé la guerre au Tigré venaient de l'Éthiopie. C'est des militaires éthiopiens qui ont fait défection et qui ont, dans un premier temps, commencé par l'assassinat en règle de tous les officiers, sous-officiers éthiopiens qui étaient en Tigré. Ça a été une... On va en parler. On pourrait faire un parallèle avec la situation au Rwanda. Parce qu'en 91, quand, à la faveur et dans le contexte de la fin de la guerre froide, les rébellions, parce qu'il y en avait plusieurs, ont vaincu, ont fait chuter le régime de Mengistu Haïlé Mariam. Qui est-ce qui est arrivé au pouvoir à Addis Abeba? Ce sont les sécessionnistes, les sécessionnistes tigréens et donc érythréens. Et érythréens, mais les Érythréens, eux, ont fait sécession. Après, les Tigréens, ils n'ont pas fait sécession, mais ils ont pris le contrôle de l'Éthiopie, un petit peu comme la clique de Paul Kagame a pris le contrôle du Rwanda à la faveur du génocide en 94. Et c'était donc un régime minoritaire, je dirais, qui s'est imposé sur la mosaïque de l'ancien empire éthiopien. Et lorsqu'ils ont progressivement perdu le pouvoir après la mort de l'ancien homme fort de l'Éthiopie, Mélès Zenawi. donc les Tigréens se sont retrouvés
petit à petit marginalisés, ils n'ont pas accepté la perte du pouvoir et ils ont relancé leur velléité sécessionniste. C'est ça l'origine du conflit. D'accord. Alors, moi, j'avais envie de vous poser une autre question sur le sujet d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a bien sûr Madame Mushikiwabo qui veut d'ailleurs se représenter pour continuer à diriger la francophonie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la francophonie vaut encore quelque chose par rapport à la diplomatie française? Est-ce que la francophonie est encore un élément important de la diplomatie française? Ou bien c'est chose oubliée? Bon, alors d'abord, moi j'aimerais dire que la francophonie n'appartient pas à la France, même si la France est naturellement un acteur de poids dans la francophonie. Mais enfin, la francophonie appartient tout autant à la Belgique, aux pays francophones d'Afrique, pourquoi pas au Vietnam, au Laos, au Cambodge, et bien sûr au Canada, y compris le Québec. Donc, l'erreur, c'est ça la grande différence avec le Commonwealth. Le Commonwealth, il y a quand même la reine, enfin pardon, maintenant le roi d'Angleterre continue à être à la tête du Commonwealth, même s'il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas donc le Royaume-Uni continue à jouer un rôle central dans le Commonwealth. La francophonie est beaucoup plus centrifuge. Je pense que le Canada, par exemple, joue un rôle très important au sein de la francophonie. Le Québec, qui fait partie du Canada, c'est une situation vraiment très compliquée parce que là, vous avez le Québec qui fait partie du Canada, mais qui a sa propre autonomie, joue également un rôle important au sein de la francophonie. Donc, il ne faut pas résumer la francophonie à un bras, comment dirais-je, culturel de la diplomatie française. Non, la francophonie, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est peut-être aussi de vieilles idées qui me sont restées parce que moi, j'ai participé à plusieurs réunions de la francophonie à l'époque. Ça s'appelait autrement, hein. Mais oui, j'avais l'impression que tout était vraiment pré-réglé par la France, y compris l'ordre du jour. Bien sûr, effectivement, en consultation avec le Canada, on le voyait. C'est les deux qui dominaient, mais je pense que tout ça a basculé à partir du jour où le président Macron a, dès le départ, annoncé que la langue, ça lui importait peu. En fait, il a même exprimé son choix pour l'anglais. C'est une impression qu'on a eue. Et donc, ma foi, est-ce que ce n'est pas aussi la conception macronienne de la géopolitique mondiale, linguistiquement parlant, qui a fait qu'il a progressivement abandonné les pays francophones? D'ailleurs, on peut le constater, hein. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le premier président français qui parle relativement bien l'anglais. Il faut lui reconnaître ce mérite, comment dirais-je. Il reste quand même le président de la France, hein. Tout à fait. Mais Chirac était parfaitement anglophone, hein. Non, il parlait très mal. Il parlait très mal très mal. Chesville, je peux vous dire, il avait son accent parce que même en français, il avait un style haché. Chirac parlait très bon, un très bon anglais américain, c'est vrai. Il a quand même fait une partie de sa vie aux États-Unis. Oui, mais à ce moment-là, même De Gaulle parlait l'anglais. Mais on n'a jamais entendu De Gaulle parler anglais dans les forums internationaux. Jamais. Mais la politique, c'est exactement, vous m'avez amené là où il fallait peut-être aller. Est-ce que la politique diplomatique ou la diplomatie de la France doit être réglée sur la personne du président de la République? Parce que le président de la République parle anglais, il faut abandonner la politique francophone de la France pour créer une sorte de brouillard
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais les institutions de la Ve République font que tout tourne autour de la personnalité du président. Donc, la personnalité d'Emmanuel Macron est telle qu'elle ne peut qu'avoir des conséquences sur la place internationale de la France et la politique internationale de la France, y compris dans le domaine de la francophonie. Et vous avez tout à fait raison que Emmanuel Macron, culturellement, historiquement, dans son histoire personnelle, est beaucoup plus tourné vers les États-Unis que vers l'Afrique. Il ne connaissait pas l'Afrique lorsqu'il est arrivé au pouvoir. On l'a déjà entendu à plusieurs reprises dans des instances internationales s'exprimer en anglais. Hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et je pense que ça lui plaît d'ailleurs. Ça lui plaît pour montrer. Et vous avez raison aussi. Vous avez fait un parallèle avec Justin Trudeau. Je pense que les deux hommes ont beaucoup de points communs. C'est la même génération et c'est un petit peu le même comportement. Même si je pense, je me souviens des circonstances dans lesquelles Louise Mushikiwabo a été cooptée, Macron à l'époque a tordu le bras de Justin Trudeau. Parce que n'oublions pas que la prédécesseur de Louise Mushikiwabo, c'était une citoyenne canadienne, et pas n'importe laquelle. Elle avait été gouverneure général, c'est-à-dire chef de l'État du Canada. Et on s'est très mal conduit envers cette dame. Très, très mal conduit. Traditionnellement, les secrétaires généraux de l'OIF font 2 mandats. Et elle n'avait pas démérité. Elle était d'origine haïtienne et elle était citoyenne canadienne. Elle n'avait pas démérité. Mais Macron a fait pression sur ses pairs, en particulier sur le Premier ministre canadien qui, au départ, soutenait, comment s'appelait-elle, Madame Charles, je crois qu'elle s'appelait Charles, et il a usé de tout son poids pour imposer la candidature de Louise Mushikiwabo en empêchant Madame Charles de faire un nouveau mandat à la tête de l'OIF. Hervé Chesville, je vous remercie beaucoup. Nous avons fait le tour de la question, même si on n'a pas eu le temps de tout approfondir. Ceci dit, on n'est pas dans le secret des dieux. Le président Macron a peut-être des raisons que nous ne connaissons pas pour réduire un peu les relations avec l'Afrique traditionnelle, pour s'orienter vers l'autre Afrique, qui n'est pas francophone, ou qui n'est pas du champ, comme on le disait à l'époque. Mais quand même, nous qui venons de la région des Grands Lacs, nous souhaiterions avoir une France lisible, c'est-à-dire une France qui comprenne les soucis et les préoccupations des populations locales. Une France qui ne soutient pas un dictateur, un criminel, un prédateur comme le président Paul Kagame. Or, aujourd'hui, il semble que la France a tout misé dans Paul Kagame. Et ça, c'est très grave si la France devait aller plus loin pour soutenir Paul Kagame contre le pays frère de la République démocratique du Congo et le peuple de la République démocratique du Congo. Ce serait très grave pour l'avenir de la France, pour l'avenir plutôt, surtout des populations et des peuples de cette région, qui perdraient un ami. Mais bon, l'essentiel, finalement, ce sont nos peuples, hein, et même, et y compris pour nous qui sommes français d'origine des Grands Lacs. Nous souhaitons d'abord qu'il y ait la paix dans cette région, mais aussi qu'il y ait une bonne relation entre la France et nos pays respectifs, sans soutenir les dictateurs prédateurs qui massacrent leur population. Cher ami, vous enlevez les mots de ma bouche parce que c'est exactement mon sentiment. Moi, je me désole de cet état de choses, je me désole de cette catastrophique politique africaine d'Emmanuel Macron. Je l'ai dénoncé, je vous ai dit, j'ai été un des premiers à dénoncer les manœuvres en cours à l'époque pour amener Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. Je dénonce
les échecs de la politique africaine de la France à longueur d'émissions sur ma chaîne RV TV et dans mes articles ou dans mes émissions de radio. Donc, je ne voudrais surtout pas donner l'impression à nos vidéospectateurs que je me fais l'avocat de la politique de la France en Afrique. Pas du tout. Je la déplore et je dirais même que parfois je la condamne, notamment en ce qui concerne les relations ambiguës et contre nature que Emmanuel Macron a établies avec Paul Kagame. Je m'en désole au plus haut point, que les choses soient bien claires. Et j'espère que, bon, là, Emmanuel Macron vient d'être réélu. Il ne pourra pas se représenter à un nouveau mandat à la fin du mandat actuel. J'espère que les dommages qu'Emmanuel Macron est en train de causer depuis 2017 à l'influence de la France et à l'amitié entre la France et l'Afrique, j'espère que ces dommages ne seront pas irréversibles. Mais malheureusement, j'ai de forts doutes à ce sujet. Et j'espère de tout cœur, premièrement, qu'Emmanuel Macron fasse preuve de lucidité et change de politique, un tant soit peu, et surtout que ses successeurs se démarquent de la politique actuelle. Donc, je vous remercie beaucoup, Hervé Chesville. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, très bientôt d'ailleurs, pour continuer cette discussion sur un thème aussi passionnant, la France et l'Afrique, la France et les Grands Lacs, parce qu'entre-temps, il y aura sans doute une grande évolution dans la région. Tout n'est pas donné. Le Rwanda, bien sûr, aura des moyens, il sera aidé par les puissances de l'OTAN, je pense. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que le Rwanda aura les moyens de mettre à genoux le Congo, de le balkaniser et surtout de continuer à piller les ressources de ce grand pays? Nous Il l'a déjà fait par le passé à multiples reprises depuis 1996. J'espère que, à force d'aller trop loin, cette fois-ci, Paul Kagame est allé vraiment trop loin et que les Congolais vont se ressaisir, ils semblent se ressaisir, et que pas seulement le président Tshisekedi, mais que la totalité des Congolais fassent passer les intérêts de leur pays avant d'autres considérations, et que tous les Congolais, depuis Boma jusqu'à Goma, comprennent le péril que représente le régime de Paul Kagame à leurs frontières, et qu'ils en soient bien conscients et qu'ils fassent preuve d'unité face à ce péril mortel. Merci beaucoup. Je signale en passant que les organisations de l'opposition rwandaise en exil ont très fermement condamné les agressions rwandaises contre la RDC et bien sûr soutiennent les efforts du peuple congolais pour ramener la paix dans ce grand pays frère. Et nous avons, puisque je fais partie de ces organisations, nous avons bien sûr demandé à la communauté internationale de faire tout ce qui est possible pour que la paix règne dans cette région et que le peuple congolais commence et puisse finalement jouir de ses richesses et de la paix qu'il mérite. On n'a pas mentionné, peut-être qu'il faudrait quand même le mentionner, le communiqué d'hier, je crois, de la conférence épiscopale congolaise, qui, je pense que vous l'avez lu, n'est-ce pas? Je l'ai lu. Qui est très clair et très lucide quant aux enjeux auxquels fait face le Congo vis-à-vis du Rwanda. Il y a les évêques, bien sûr, de la Sanko, mais il y a aussi tous les leaders politiques du pays. Jusque-là, ils étaient plus ou moins ambigus, de Fayulu à Katumbi et aux autres, mais aujourd'hui, ils sont tous d'accord que les leaders politiques congolais doivent d'abord se mettre ensemble pour lutter contre l'agresseur. Et donc, soutiennent en fait les initiatives du président Tshisekedi. Il n'a pas le monopole de ces initiatives, hein,
Mais au moins, enfin, les Congolais peuvent parler d'une même voix s'agissant de cette guerre et c'est très important. Bien, je vous remercie. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Avec plaisir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?